Bonsoir à tous. Nous allons continuer la troisième partie qui est la dernière partie de ce module intitulé méthode d'échantillonnage. Nous allons voir c'est quoi la taille d'échantillon. Il faut noter que la taille d'échantillon, c'est le nombre d'observations nécessaires pour estimer un phénomène statistique. C'est aussi le nombre, si on peut le dire, d'individus auxquels portera une étude. Et il faut noter que cette taille d'échantillon détermine ce qui doit être mesuré, le but visé, la façon dont la mesure sera réalisée. Parce qu'un échantillon représentatif nécessite une taille d'échantillon adéquate basée sur la puissance statistique. Et nous allons voir c'est quoi la puissance statistique. Et la puissance statistique est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle lorsque l'hypothèse alternative est vraie. Et pour voir ça en détail, ça il faut dans la statistique inférentielle, là où on parle de tests d'hypothèse. Elle représente aussi la capacité à détecter un effet réel dans une étude. Et nous allons voir pourquoi la taille d'échantillon est-elle importante. La taille d'échantillon est cruciale pour garantir des résultats précis et représentatifs dans une étude statistique. Parce qu'un échantillon trop petit entraîne des résultats biaisés, tandis qu'un échantillon trop grand augmente les coûts et la complexité de l'analyse sans bénéfice significatif. C'est pourquoi trouver un équilibre est essentiel pour mener une étude de réussite et utile. Déterminer la taille idéale d'un échantillon consiste à suivre un certain nombre d'étapes. La première étape, il faut d'abord identifier les variables nécessaires au calcul. Il faut déterminer la taille de la population cible, déterminer clairement la taille du groupe de référence, inclure uniquement les profils pertinents pour l'étude. Exemple, pour une étude sur les propriétés des chiens, inclure toute personne ayant déjà possédé un chien. Si le nombre exact est connu, une estimation chiffrée est tout à fait acceptable. Dans ce cas, si par exemple vous avez déjà la taille de la population, si on peut le dire, des chiens dans le village ou bien dans la zone où vous allez mener l'étude, c'est très facile, si on peut le dire, de déterminer la taille d'échantillon. Et dans le cas où vous ne connaissez pas cette taille de la population, il faut estimer. On prend le plus souvent 50% de la population ou bien d'autres prennent 10%. Il faut aussi définir la marge d'erreur. La marge d'erreur est inévitable dans toute étude, mais on peut la contrôler. Elle correspond à la différence acceptable entre les résultats de l'échantillon et ceux de la population. Exemple, 68% plus ou moins 5% signifie que le vrai résultat pourrait varier entre 63% et 73%. Donc la marge d'erreur, c'est juste l'erreur que vous pensez commettre pendant l'étude. Donc vous allez attribuer 5% à cette erreur. Nous allons aussi le quartile ou déviation standard. Le quartile, il faut noter qu'il mesure la dispersion des réponses autour de la moyenne. Comme nous l'avions vu dans la statistique descriptive, un quartile trop faible nous montre que les réponses sont homogènes, ce qui veut dire que les données sont proches de la moyenne. Un quartile élevé donne des réponses très variées, ce qui veut dire qu'il y a la présence des valeurs aberrantes. Donc les données sont dispersées. Si aucune donnée préalable, utilisez 0,5 comme quartile, c'est-à-dire comme proportion, comme valeur par défaut. Cela garantit une taille d'échantillon suffisamment large pour des résultats fiables. Voilà, nous allons voir comment trouver le z-score ou la valeur critique. Il faut trouver que le z-score correspond au niveau de confiance exprimé en écart-type. Elle est indispensable pour calculer la taille de l'échantillon. Et pour trouver le z-score, on doit se baser, si on peut le dire, sur la marge d'erreur auquel nous avions, si on peut le dire, préétabli. Si par exemple, nous supposons de commettre par exemple une erreur de 10%, donc ce qui veut dire qu'on va prendre 90% de confiance. Donc notre z-score sera 1,645. Si on prend 5%,
comme marge d'erreur. Donc, ce qui veut dire qu'on a 95% de confiance d'avoir un peu de résultat fiable. Donc, notre Z sera 1,87. Et si on prend 1% comme marge d'erreur, donc ce qui veut dire que nous aurons 99% de chance, confiance que nous aurons des résultats fiables. Donc, notre Z sera 2,576. Voilà, nous allons voir comment calculer la taille de l'échantillon. Et pour calculer la taille de l'échantillon, il faut rassembler votre Z-score, votre proportion, votre marge d'erreur et appliquer la formule, si on peut le dire, ci-dessous. Et il faut noter qu'il y a deux types de formules. Il y a la formule lorsque nous sommes en train de mener une étude sur une population illimitée et la formule lorsque nous sommes en train de mener une étude sur une population limitée. Et comme je l'ai décrit ici, Z est le Z-score, sigma est la marge d'erreur, N est la taille de la population, P est proportion de la population. Et vous allez voir que le P là, le plus souvent dans le cadre des études des maladies, c'est la prévalence qu'on utilise, ou bien dans le cas d'une autre étude où quelqu'un a trouvé une autre proportion, vous pouvez l'utiliser. Et dans le cas où il n'y a aucune étude qui a été faite sur le domaine de votre intérêt, vous pouvez prendre 10% ou bien 50%, ça dépend de ce que vous... Nous allons voir un exemple pratique. Supposons que nous voulons estimer la proportion des véganes dans un supermarché et que nous avons une confiance de 95%. Donc, ce qui veut dire que notre marge est de 5%. Et pour cela, notre Z-score sera de 1,96%. Maintenant, l'hypothèse de la proportion de la population, on suppose qu'elle est de 0,5%. Si tel est le cas, donc voilà la taille d'échantillon auquel on va y trouver, qui sera de 3,805. Donc on va remplacer Z par sa valeur et P comme proportion par sa valeur et marge d'erreur par sa valeur. Et on fait le calcul. Et ça, c'est autre cas auquel on peut utiliser. Après avoir calculé la taille de l'échantillon, on doit normalement utiliser cette taille d'échantillon afin, si un peu le dire, de pouvoir mener notre étude. Et cela suggère qu'on doit normalement interroger 385 individus pour avoir des résultats prouvants. Le choix de la méthode d'échantillonnage dépend des types de données ou bien du type d'étude. Supposons que nous sommes en train de mener une étude quantitative où les données quantitatives, c'est-à-dire des données chiffrées, seront collectées. Et dans ce cadre de cette étude, nous avons besoin d'un échantillon représentatif provenant de la population. Et pour cela, il est préférable d'utiliser la méthode d'échantillonnage probabiliste où chaque individu a la probabilité connue d'être sélectionné. Et cela va nous permettre d'estimer l'erreur d'échantillonnage. Et les techniques les plus couramment utilisées, il y a échantillonnage aléatoire simple, stratifié, systématique, en graphe, etc. Si l'étude est qualitative, c'est qui veut dire que nous allons collecter, si on peut le dire, des données non chiffrées, c'est-à-dire des données qualitatives de type texte. Donc, pour cela, la méthode non probabiliste, elle est préférable parce qu'on peut faire face à certains paramètres, si on peut le dire, qui peuvent fournir l'obtention, si on peut le dire, d'un échantillon représentatif, par exemple l'absence de la liste exhaustive de la population, contrainte de temps, accessibilité, si on peut le dire, dans la zone d'étude, par exemple la limite des ressources, les contraintes éthiques. Et il faut noter que l'objectif principal dans le cadre d'une étude quantitative, c'est de recueillir des données riches et spécifiques. Donc, c'est qui veut dire qu'on doit faire très attention, on doit, si on peut le dire, quelles sont les conditions pour atteindre la cible. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai mentionné précédemment, l'échantillonnage non probabiliste est mieux adapté. Et on peut utiliser des techniques, par exemple, par quota de convenience, échantillonnage boule de neige, raisonné, etc. La méthode d'échantillonnage peut être choisie en fonction de l'objectif de l'étude. Si par exemple nous souhaiterions faire une généralisation des données collectées à partir d'un échantillon à une population, donc il est préférable d'utiliser la méthode probabiliste où chaque individu a la chance connue d'être sélectionné. Et si on a des ressources, les ressources disponibles sont limitées, par exemple le budget est limité, donc il faut utiliser par exemple la technique simple, donc échantillonnage simple aléatoire. Si par exemple on a la taille d'échantillon qui est grande, donc
Et maintenant, ça dépend de nos ressources disponibles aussi. Donc, c'est à nous de voir. Il y a plusieurs paramètres ici à combiner afin de choisir la méthode d'échantillonnage quand la taille est petite ou grande. Et il y a aussi l'accessibilité des données. Mais pour ce qui est de l'accessibilité des données, si par exemple on fait face à une population difficile à atteindre, donc il est préférable de choisir la méthode non probabiliste. Et nous allons voir maintenant comment mettre en œuvre une méthode d'échantillonnage. Et la première des choses, il faut définir clairement la population cible, identifier précisément qui fait partie de la population d'intérêt ou la population d'étude. Déterminer le cadre d'échantillonnage. Et cela consiste à établir une liste complète et à jour des éléments de la population en registre base de données. Cette liste servira de référence pour tirer l'échantillon. Et la troisième chose, il faut choisir la méthode en fonction des types de données, des objectifs de l'étude, des ressources disponibles, etc. Il faut aussi déterminer la taille de l'échantillon, faire un calcul de la taille de l'échantillon statistiquement suffisante pour garantir la précision des résultats. Et cela dépend du niveau de confiance qui a été choisi, de la marge d'erreur et de la variabilité attendue. Ensuite, procéder à la sélection des unités d'observation. Appliquer la méthode choisie pour tirer les unités. Personnes, ménages, écoles. S'assurer que la procédure respecte la neutralité et l'équité de la sélection. Et la sixième étape consiste à documenter le processus d'échantillonnage. Décrire chaque étape de manière claire et transparente. Cela facilite la reproductibilité et la validité scientifique de l'étude. Et la septième étape consiste à vérifier la représentativité et ajuster si besoin. Comparer les caractéristiques de l'échantillon à celles de la population cible. En cas de biais détecté, envisager des ajustements pondérés, rééchantillonnage, etc. Nous allons voir les biais potentiels. Et les sources des biais sont mauvaise liste de la population, non-réponse ou échantillonnage non représentatif. Et les solutions proposées consistent à vérifier l'exactitude de la liste de la population, mettre en œuvre un suivi pour les ménages non répondants. En conclusion, le choix de la méthode d'échantillonnage est une étape cruciale dans toute étude, que ce soit quantitative ou qualitative, parce que cela influence la qualité, la qualité, la validité et la généralisation des résultats. Pour ce qui est de la méthode probabiliste, il faut noter que cette méthode est recommandée pour les études quantitatives parce qu'elle garantit la représentativité de l'échantillon. Elle permet d'estimer l'erreur d'échantillonnage aussi, tandis que la méthode non probabiliste convient mieux aux études qualitatives où la représentativité statique est moins prioritaire. Donc, c'est pourquoi une bonne compréhension des méthodes d'échantillonnage est essentielle pour une recherche rigoureuse et crédible. Merci pour votre aimable attention. Et nous attendons vos suggestions au niveau des commentaires. Vos recommandations sont les bienvenues afin de rendre ces documents plus fertiles. Et n'oubliez pas d'abonner et d'aimer notre vidéo et puis de la partager avec vos amis afin et aussi qu'elles puissent en profiter